L'enfer, c'est les autres, surtout s'ils viennent d'une autre galaxie. Dans Bugonia, remake du film sud-coréen Save the Green Planet, Yorgos Lanthimos oppose Michel, CEO d'une big pharma américaine interprétée par Emma Stone, à Teddy et son cousin Don, deux hommes en marge, brisés, complotistes jusqu'à la moelle, surtout pour le premier d'entre eux. Ils kidnappent Michel parce qu'ils sont convaincus qu'elle est une extraterrestre venue d'Andromède, avec pour dessein de détruire la vie sur Terre. Yorgos Lanthimos est l'un des plus grands réalisateurs européens et à ce titre l'un des plus courtisés aux États-Unis. Avec son approche qui mêle absurde, surréalisme et fantastique minimaliste, il est l'un des plus grands auteurs de satire de notre temps. Il pose un regard noir et désespéré sur une humanité où le sommeil de la raison engendre toujours la cruauté et le mal. Mais avec Bugonia, son mépris s'enfonce encore un peu plus dans le terrier du lapin. La connaissance, la vérité elle-même n'ont plus de sens. Tout est vide, creux, perdu d'avance. La filmographie de Yorgos Lanthimos peut se diviser en deux moments, son moment européen et son moment international, à l'articulation desquels se situe The Lobster. Mais son meilleur film reste pour moi Canine. Et justement, avec Bugonia, on est sur ce qui est sans doute son meilleur film depuis Canine, un retour aux sources, aux racines de l'absurde tel qu'il le pratiquait alors, mais aux dimensions de l'Amérique et de ses moyens. Si de Yorgos Lanthimos vous ne connaissez que ses derniers films, vous risquez d'être surpris et déstabilisé. Il propose un film en forme de chant du cygne, en parvenant à éviter l'écueil dans lequel beaucoup de réalisateurs de son calibre finissent par sombrer, le formalisme. Avec Bugonia, au contraire, il se débarrasse de l'accessoire, dépouille son cinéma pour n'en garder que l'essentiel. Des personnages en décalage qui effacent le réel derrière leur vision oblique du monde. Des plans majoritairement fixes en angle désaxé, qui ne cèdent à la symétrie et au mouvement que pour créer l'attente, la tension ou le malaise. La structure en huis clos permet aux personnages de se déployer entièrement, jusqu'à un renversement final où le film quitte finalement l'absurde pour céder très littéralement au pessimisme et à la misanthropie. D'où la question, comment Yorgos Lanthimos parvient-il à construire sa vision du monde au milieu d'un film où l'humanité ne semble pouvoir exister qu'à travers le mal, et comment nous place-t-il, nous, spectateurs, au cœur de cette raillerie à travers la satire de nos croyances et de nos mythes ? De quoi ce film est-il la satire ? À première vue, il est facile de voir en Bugonia une fable anticapitaliste et écologique. L'ouverture du film se fait sur des abeilles en train de butiner, des abeilles dont le sort sera évoqué à plusieurs reprises à travers le film, notamment à propos de la menace que représentent les néonicotinoïdes, qui sont produits notamment par Oxolite, l'entreprise de Michel, ce qui est une manière indirecte de faire une critique des ravages du capitalisme. Mais le film fait un second parallèle avec les abeilles, lui aussi dès son entrée. Le capitalisme est comme la reine des abeilles et souhaite que les travailleurs soient comme ses ouvrières, soumises et entièrement dévouées, corvéables à l'envie, réduites à une sorte de servitude. Teddy, lui, incarne l'opposition à ce système. Il est passé par tout ce qui s'oppose à ce système, tout ce qui se prétend anti-système, d'un pôle à l'autre du spectre politique, jusqu'à ce que, finalement déçu, il se réfugie dans le complotisme. Il est l'incarnation d'un syncrétisme des complots qui prétend qu'une race extraterrestre venue d'Andromède est parmi nous et veut détruire la vie sur la planète. Mais le discours social et politique, la critique capitaliste, la fable écologique, tout cela se dilue un peu dans le milieu du film qui perd en rythme entre les tentatives successives de Teddy de faire admettre à Michel qu'elle est une extraterrestre et les manœuvres et les atermoiements de celle-ci pour essayer de s'en sortir. Parce que le film veut prendre une autre direction. En effet, est-ce qu'on se moque des capitalistes ou des complotistes ? Des deux, évidemment. Mais en fait, le film va un peu plus loin. Les renversements successifs du scénario raillent également ceux qui se moquent des premiers comme des seconds. Le film met en scène deux monstres qui se battent pour imposer à l'autre leur vision du réel et du monde. Mais à quelle fin ? À quoi bon ? Au fond, qu'est-ce que nos croyances peuvent bien changer à l'état du monde ? Les plans les placent toujours en opposition ou en duel à travers leur position dans l'espace, leurs paroles ou ce qu'ils subissent. La scène du repas l'illustre parfaitement avec des plans en va-et-vient de profil au milieu desquels se trouve Don qui se trouve comme nous, spectateurs, au milieu de cet affrontement entre deux monstres.
Le réalisateur nous fait entrer en empathie avec l'un puis l'autre personnage et renverse sans cesse l'ordre moral pour que nous arrivions finalement à la conclusion que ni l'un ni l'autre ne mérite d'être sauvés et qu'un ultime renversement finisse d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil de l'humanité. Le film échappe à toute tentative de résumé idéologique grâce à un pied de nez que vous comprendrez après avoir vu le film. L'humanité est capable de se faire à elle seule le mal qu'elle subit. Il n'y a pas à chercher dans les étoiles les causes de ses souffrances et quand bien même... Qu'est-ce que cela changerait? C'est un film assez réactionnaire dans sa morale. Pour Lanthimos, tout fait système. L'ordre du monde et ceux qui veulent le changer. Parce que l'homme est fondamentalement, foncièrement mauvais. Au cœur du film, il y a la façon dont nos croyances, nos fictions façonnent le monde, et la manière dont les images trahissent le réel et guident notre morale. Tout d'abord, Teddy est complotiste, et au nom de ce complot auquel il croit plus qu'à la gravité, il est prêt à tout. Tout. Kidnapper, torturer, tuer. L'ouverture se fait sur un montage parallèle entre les vies de Teddy et Don qu'on est les seuls à entendre et la vie de Michel. D'un côté, on voit Teddy et Don qui font du sport, s'entraînent physiquement, s'occupent de leur maison. De l'autre, on voit Michel, mais sans l'entendre. On n'a pas son point de vue sur ce qui est en train de se passer à l'écran. On n'a que celui de Teddy qui est en train d'expliquer à Don que c'est une extraterrestre et qui fait donc un commentaire ou une voix off qui fait advenir la réalité par-dessus les images qu'on est en train de voir. La CEO est une espèce de caricature d'influenceur en développement personnel qui se lève à 4h30, fait 3 heures de sport avant de commencer sa journée de travail, lit ses mails et répond à ses messages en même temps qu'elle passe un moment de bien-être avec un masque lumineux sur la tête, ce qui la fait paraître finalement assez alien. Peut-être qu'elle n'est pas extraterrestre, mais que les grands entrepreneurs sont devenus étrangers au reste de l'humanité. Après tout, ne dit-on pas que Mark Zuckerberg est un cyborg? But enough with the fun and games. It's time for everyone's favorite. Work. En tout cas, elle n'a pas l'air humaine dans cette vie si contrainte, si contrôlée, si factice, cette vie de cinéma, à tel point qu'on serait prêt à croire Teddy s'il n'avait pas l'air aussi allumé. Et c'est justement ce montage de commentaires de voix off par-dessus d'autres images qui fait advenir ce sens, cette réalité. Le film joue à plusieurs moments de cette tension entre discours, image et réalité. Au tout début du film, on voit une scène dans laquelle Michel enregistre un message sur la diversité pour son entreprise. Elle y apparaît avenante, chaleureuse, mais dès que la caméra est éteinte, elle redevient cruelle, froide, distante, autoritaire. C'est à nouveau le cas dans la scène suivante où elle demande à son assistante d'envoyer un message aux salariés pour les autoriser à quitter le travail à partir de 17h30, mais où l'on comprend vite que tout cela n'est que de la communication et qu'elle compte bien sur eux pour rester bien au-delà de 17h30. La vérité se dissout complètement dans les discours et les images. On ne sait plus où est le sens et où est la vérité. Vision du monde contre vision du monde, système moral contre système moral, le film nous demande de choisir quelle croyance, quelle fiction on a envie de voir triompher. Si l'on préfère la peste ou le choléra, cette CEO détestable dont les pesticides détruisent la nature, dont les traitements tuent des gens, ou ce complotiste complètement fou furieux, convaincu de ses fables au point de devenir un dangereux psychopathe. Avec la dissolution du réel et de la vérité, on entre dans le règne de l'étrange et de la paranoïa. Bugonia, c'est un concentré de paranoïa putréfiée. La mise en scène de Lanthimos prend toute son ampleur dans ce registre. J'ai déjà mentionné les procédés visuels et narratifs par lesquels le réalisateur dissout notre sens moral et nos certitudes. Mais les choix de cadrage et de mise en scène vont un cran plus loin en créant un sentiment permanent de paranoïa et d'étrangeté. Pendant toute la première partie du film, quand elle est face au complotiste, Michel est rarement filmée clairement. Elle est très souvent filmée en gros plan, avec une très faible profondeur de champ dans laquelle le décor s'efface. Seul son visage se détache à peine du flou qui envahit le cadre, comme si ça n'était qu'un masque, renforçant le sentiment de malaise et d'étrangeté, nous invitant à nous questionner sur son humanité. Et en même temps, ce visage, n'est-ce pas la preuve de son humanité ? Sur d'autres plans, seul un morceau de son visage se dégage dans un fin rayon de lumière, le reste de son visage plongé dans l'obscurité de la cave dans laquelle elle est détenue. À d'autres instants, elle apparaît en petit sur un écran de caméra de surveillance en vision nocturne, perdant toute couleur. Et enfin, comment ne pas évoquer la scène où les très gros plans détaillent les raisons pour lesquelles Teddy pense que c'est une alien, s'attardant sur des détails anatomiques que seul lui et son cousin sont capables de voir, la détaillant en fragments comme si elle n'était plus qu'une construction et non pas une humaine.
La police même utilisée pour le titre annonce la couleur. On arrive à y déchiffrer Bugonia, mais c'est comme si c'était une écriture qui ressemblait à la nôtre et qui était étrangère en même temps, comme des espèces d'idéogrammes venus d'une autre galaxie. La musique est aussi utilisée, qu'elle soit diégétique ou non, avec beaucoup de virtuosité pour créer ce sentiment de paranoïa et d'étrangeté. Par exemple, dans cette scène où un personnage passe du Green Day sur une activité qui n'y correspond pas vraiment. Comme par exemple aussi des musiques menaçantes qui rajoutent une tension dramatique par-dessus des scènes quotidiennes, comme quand Teddy fait du vélo ou qu'il va dans son jardin, ce qui nous offre une fenêtre sur la tempête intérieure des personnages. Parce que pour l'essentiel, ce que le film nous donne à voir, ce sont des personnages en roue libre, en train de péter un câble, et justement, ces éléments nous permettent d'avoir un aperçu de leur espace mental, de leur espace intérieur. À cet égard, justement, les scènes en noir et blanc nous offrent des incursions occasionnelles, non pas dans le passé de Teddy, mais dans son univers mental. Et la lumière expressionniste et la composition spectaculaire d'inspiration félinienne de ces scènes montrent bien justement le décrochage de Teddy avec la réalité. Le langage devient lui aussi un champ de bataille de la paranoïa et de l'étrangeté, comme par exemple cette scène où un personnage dit à Teddy « We are not alone » et où ça prend une myriade de sens. Et dans cette séquence, on a d'ailleurs des cadrages très bien réalisés où des personnages se retrouvent en bordure de cadre, ce qui vient accentuer l'impatience qu'on partage avec Teddy, accentuer également le sentiment de paranoïa et de claustrophobie en quelque sorte. Et Lanthimos a indéniablement des cadres favoris, mais il les met au service de la création de cette atmosphère et il arrive à susciter chez nous ces sensations de paranoïa et d'étrangeté, que ce soit la contre-plongée, le gros plan, le trois quarts, le profil. Il met très souvent la caméra en dessous de ces personnages, en contre-plongée, à hauteur de bête, parce que c'est justement la bestialité de la civilisation que Lanthimos veut montrer et filmer à travers l'absurde, ce qui rejoint d'ailleurs une diatribe d'un des personnages vers la fin du film. Dans Bugonia, on rit autant qu'on grimace, mais pas toujours pour les raisons qu'on croit. Ce qui est drôle parfois hérisse, ce qui est révoltant peut prêter à sourire. Mais c'est un rire très particulier qu'on ne retrouve pas souvent au cinéma. Un rire jaune, un rire auquel très souvent la grimace se mélange. On ne rit pas parce que c'est une comédie, ne vous y trompez pas, ne vous attendez pas à trouver dans ce film des tranches d'humour, même noires. Les personnages ne sont pas drôles quand ils le sont à leurs dépens, ils sont drôles à nos dépens, et les retournements successifs du film vous le feront bien vite comprendre. On rit aussi parce que c'est une manière de désamorcer ce qui est tour à tour absurde, ridicule, mais ce qui est finalement toujours très tragique. La seule échappatoire à l'absurde au rire jaune, c'est peut-être finalement l'innocence, celle de Don, sur laquelle je ne me suis pas beaucoup attardé pour une raison très simple. Il est comme nous, spectateurs, un peu perdus dans le combat entre ces deux monstres, ne sachant pas à quel sein se vouer. Et les seuls moments où il devient acteur, c'est avec l'innocence qui le caractérise. Il essaye de se forger un jugement, de savoir lequel de ces deux monstres croire, pour donner du sens à ce monde qui le rend si triste. Tout cet ensemble est porté par un casting impeccable, les performances des acteurs sont phénoménales, Emma Stone et Jesse Plemons sont l'un et l'autre incroyables dans leur rôle, quoique dans des styles très différents. Jesse Plemons a un jeu tout en maîtrise de son personnage, alors qu'Emma Stone est, comme à son habitude, toujours prompte à des moments de folie ou de bizarrerie qui donnent beaucoup plus d'épaisseur à son personnage. Aidan Delbis, dans le rôle de Don, est lui aussi incroyable et absolument convaincant. Le cinéma de Lanthimos, et ce film en particulier, est indéniablement un cinéma d'acteurs. Si on retire la performance des acteurs, le film s'effondre complètement. Mais c'est à mettre au crédit de la qualité de la direction d'acteurs de Yorgos Lanthimos et de ses choix de montage et de cadrage. La Bugonia, c'était la croyance selon laquelle, par génération spontanée, des abeilles pouvaient émerger de la carcasse d'un bœuf. Ce film est à l'image de son titre. Il est la mise à mort sacrificielle d'un monde, d'un système de valeurs, d'un ensemble de croyances. L'abandon définitif de l'humanité dans l'espoir que quelque chose de beau en naisse. Mais rien n'en naîtra, comme jamais aucune abeille n'émergera du cadavre d'un bœuf. C'est la conclusion noire de Lanthimos. C'est son film le plus misanthrope, le plus abouti de sa carrière internationale, peut-être le meilleur depuis Canine.
Avec ce film, c'est un retour aux racines de son absurde, et il descend sous terre pour les atteindre comme presque jamais il ne l'avait fait. Bugonia est une satire noire, plus noire qu'Eddington d'Ari Aster, qui est aussi producteur de Bugonia, plus noire que ce qu'Hollywood peut produire. Une satire qui moque nos croyances d'une manière inhabituelle. On ne rit pas des complotistes parce qu'ils sont ridicules. On rit jaune parce que rien ne compte. Et que ceux qui se moquent des complotistes ne valent pas mieux qu'eux. La fin de ce film, c'est comme si Lanthimos voulait en finir avec cette humanité qu'il passe son temps à railler, grimer, conspuer, en dépit de quelques défauts de rythme du milieu du film qui sont la contrepartie du chemin qu'il prend. C'est sans doute le meilleur film de cette fin d'année, et peut-être l'un des meilleurs films de cette année. Mais ne me croyez pas sur parole. Allez-y, vous verrez.